suis arrivé sur le marché en 1990. Allez, déjà. Oui, Faites pas votre âge. Il y a des cheveux blancs qui commencent à... en 1990, il y avait des salons qui n'existent plus aujourd'hui à Villepinte qui s'appelaient Simaver, Jarditech, Cogem, etc. et qui regroupaient le marché. Les premiers robots ont été présentés à ces dates. Et ça venait de Belgique. C'était la société Solar and Robotics, donc créée par André Collins, un inventeur, un géotrouve-tout, qui a créé les premiers robots. Alors ces robots, si vous faites le tour, si vous allez chez Husqvarna ou chez PPK avec Bell Robotics, Eco, vous allez voir des robots qui ont plus rien à voir avec ce qui, donc avec 30 ans, avec ce qui se faisait 30 ans en arrière. Il avait un peu la forme d'une espèce de tortue, enfin voilà, verte. C'était solaire, donc Solar and Robotics. C'était, on dit, enfin, quand on le regardait, on se disait mais c'est pas une machine, c'est un jouet. Et non, c'est pas un jouet. C'était donc ce premier robot. Ce qui s'est passé, c'est que André Collins a vendu les brevets au groupe Husqvarna. Le groupe Husqvarna donc est arrivé très rapidement en 95, donc sur le marché avec sa marque et avec les développements qui ont suivi. Le même André Collins, en fait, il a vendu une partie des brevets qui étaient plutôt pour les surfaces. Voilà, grand public, petite, moyenne surface, mais plutôt grand public. Et il a développé des robots pour les très grandes surfaces. Donc là, c'est Bell Robotics, donc en Belgique, qui a été lancé. Bell Robotics qui s'est vraiment spécialisé sur ces robots-là, de tonte, mais aussi pour ramasser les balles de golf sur les practices. Donc on a vu arriver petit à petit ces deux marques. Au départ, il n'y en avait pas beaucoup plus. Et aujourd'hui, le Bell Robotics fait partie du groupe japonais Yamabiko, qui a racheté l'entreprise. Yamabiko, on ne le connaît pas forcément, mais en fait, il détient les marques, notamment Eco, que vous connaissez peut-être, qui font les produits à batterie, notamment, tout ce qui est tronçonneuse, etc., et Shindaiwa. Et c'est l'entreprise PPK qui les distribue sur le marché français. Donc ces deux interlocuteurs sur ce marché-là sont montés en puissance, ont fait évoluer les produits, et il y en a deux autres qui sont un peu précurseurs aussi, pionniers sur le marché. C'est donc un Italien, Zucchetti Centro Sistemi. Alors, eux, ils ont une politique un peu... ils ont une politique de... On ne connaît pas bien leurs marques. Ils ont des marques qui leur appartiennent, notamment Ambrogio. Mais ensuite, ils travaillent avec d'autres acteurs du marché auxquels ils peuvent fournir des robots sur leur propre marque. Et par exemple, si vous regardez dans le marché professionnel, une marque comme Kubota a des robots de tonte, mais qui sont fabriqués donc en Italie chez Zucchetti. Et ils ont sélectionné dans la gamme Zucchetti uniquement des modèles grande largeur. Ensuite, il y a eu un autre groupe qui s'est aussi lancé dans les robots. C'est un Israélien, avec les robots Robomo. L'entreprise de ses débuts s'appelait Friendly Robotics. On les a vus aussi apparaître. C'est plutôt des robots grand public. Et eux, ils ont été rachetés par un groupe américain qui s'appelle MTD. Et on les retrouve sous la marque Robomo, plutôt partie grand public, mais aussi, aussi grand public, mais peut-être un peu plus professionnel, sous la marque CupKD. Donc voilà, ça donne un peu la physionomie du marché il y a 20 ans jusqu'à nos jours. Sauf que, entre-temps, il y a d'autres marques qui sont arrivées. Parce que, voilà, on ne reste pas tout seul longtemps, surtout quand le marché se met à progresser, notamment en Scandinavie, en Europe du Nord, en Allemagne, en Belgique, etc., avec des volumes significatifs. Là, je parle marché grand public. Donc, d'autres marques ont développé des technologies. Donc, vous avez des marques renommées, comme Stihl, Honda. Vous en avez d'autres qui sont moins connues, le groupe Positech, mais qui a des marques qui s'appellent Works, Stiga, Works et Cress,
Vous avez un Italien qui s'appelle Stiga. Donc aujourd'hui, en fait, on a une bonne quinzaine, hein, vous me dites si je me trompe, mais une bonne quinzaine de marques sur le marché du robot global. Mais si on raisonne grande surface, marché pro, ben là, ça se resserre. Hein. De toute manière, ce n'est pas du tout les mêmes volumes de marché. Et là, vous avez autour de moi donc, les interlocuteurs principaux. Vous pouvez nous faire on va dire, pour qu'on ait une vision globale, vous pouvez nous dire à peu près quel est le pourcentage de terrains de sport, que ce soit hippodrome, stade de football ou de rugby ou les parcours de golf, qui sont équipés de robots de tonte? Vous diriez que ça représente quel pourcentage du marché professionnel? Là, on en est encore au début, si vous voulez. Donc, avec les technologies qui existent aujourd'hui, donc, où la plupart des robots, il faut installer des fils périmétriques. En fait, il y a des prestataires qui placent des robots sur des terrains de sport. Il y en a plusieurs en France, mais on en est encore au balbutiement. Sur d'autres marchés en Europe, il y a beaucoup plus de robots sur les terrains de sport. On peut penser notamment en Allemagne, hein, sur les golfs aussi. Donc, en France, on est en phase de développement. Il y a des clubs qui commencent à mettre des robots, des golfs évidemment, donc clubs que ce soit football ou rugby, mais on en est au début. Donc moi je ne peux pas vous dire en pourcentage parce que ça sera en dessous de 10% de toute manière. Hein. Très bien, c'est pour avoir un ordre d'idée. 5% plutôt, 5%. Pour qu'on comprenne bien, Jean-Paul, vous voulez me parler de quelque chose de très important qui est le fameux fil périmétrique qui est en fait le fil qui permet au robot de rester sur le terrain, hein, parce qu'il sait qu'il doit rester à l'intérieur de ce fil qui fait tout le tour du périmètre. On va peut-être donner la parole à nos experts justement de chez Bell Robotics et de Husqvarna. Alors oui, le fil permet de délimiter la zone de travail. Depuis le début des robots, c'est vraiment la seule technologie qui permettait aux robots de rester dans leur zone de travail. C'est peut-être ça aussi le frein à l'usage de ce genre de robot. Alors le frein, oui et non. Il faut poser le fil. Oui. Après, le fil, ça se pose assez rapidement. On a des machines qui sont assez performantes pour le poser assez rapidement, et puis à des profondeurs de jusqu'à 7 cm quand ça se passe pas trop mal. Après, effectivement, arrive la technologie sans fil aujourd'hui grâce au RTK. Donc le GPS RTK, c'est une technologie où on a une précision à 2-3 cm, et là qui va permettre effectivement de pouvoir développer cette technologie. Alors nous, chez Bell Robotics, on a fait le choix de continuer avec le fil pour l'instant, avec des projets sans fil qui sont en train d'être testés dans différents endroits en Belgique. Mais nous, on va pouvoir rester aussi avec le fil. De toute façon, le RTK, il y a des zones où on ne pourra pas le capter. Donc le fil restera de rigueur, parce que malheureusement en France, on a des zones blanches importantes. Et si on n'a pas de réseau, RTK, on ne pourra pas fonctionner sans fil. Ça marche avec du Wi-Fi ? Ça marche avec une antenne RTK. Donc ça fonctionne avec les cartes 4G qui sont intégrées dans le robot. Et après, il y a une antenne sur le terrain qui, elle, est en Wi-Fi ou en 4G. Alors pour l'instant, nous, on démarre chez Bell Robotics avec du Wi-Fi. Et après, on va avoir l'antenne 4G qui va être disponible en 2022, qui permettra d'avoir un positionnement des antennes plus souple que le Wi-Fi, puisque le Wi-Fi à 200 mètres, après, au-delà, ça devient compliqué. Ouais. Xavier Laudet, vous avez fait quel choix chez Husqvarna ? Alors chez Husqvarna, depuis les origines, depuis 1995, on travaille aussi avec un câble périmétrique, un câble physique qui nous permet de se positionner partout aujourd'hui sur les zones à la fois grand public, des zones très complexes et les terrains de sport pour lesquels on est de plus en plus sollicité et plus en plus présent. Et depuis 2 ans, on a mis en place sur le marché une nouvelle technologie avec le système GPS RTK également, enfin le système plutôt GNSS. C'est moins restrictif que le GPS qui est le système américain. Donc le GNSS en fait qui regroupe l'ensemble des systèmes GPS, l'ensemble des satellites sur le marché américain, chinois, russe, etc. et européen. Donc, il nous permet d'avoir une couverture assez large au niveau mondial, où est présent le groupe Husqvarna. Donc, on a développé la technologie qui s'appelle EPOS, pour Exact Position System.
Donc cette technologie qui est à la fois disponible sur des robots de petite capacité, limités à 5000 m², qui nous permet également de multiplier le nombre de robots pour les terrains de sport. Et en avril 2022, nous arrivons sur le marché avec la commercialisation d'un robot de très grosse capacité qui sera doté de cette technologie sans fil, donc pour des capacités allant jusqu'à 80 000 m² sur une période de 72 heures. Donc pour les terrains de sport de très haute qualité, sur des hauteurs variant de 20 à 30 mm, on sera sur des capacités de 25 000 m² traités en 24 heures, c'est-à-dire 3 terrains de sport. Donc on a fait le choix d'être totalement sans fil. Aujourd'hui, on a une précision de l'ordre de 2 à 3 cm, comme le précisait Alexandre, avec une borne aussi à proximité de la zone de travail du robot. Et cette borne est en fonctionnement par un signal radio entre la station, l'antenne, qu'on appelle l'antenne de référence, entre cette antenne et le robot, et on a une portée de cette antenne de 500 mètres. Donc, ce qui nous permet de pouvoir couvrir des complexes sportifs assez vastes aujourd'hui. On a notamment des golfs qui sont équipés de cette technologie, et on peut démultiplier le nombre d'antennes et de robots connectés à ces antennes aujourd'hui. Donc on peut aller très très loin en termes de superficie couverte en multipliant aussi le nombre de robots. Jean-Paul ? En fait, moi, je voulais insister sur une chose qui me paraît fondamentale. Les robots, en fait, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Quand on parle de l'évolution de la mécanisation, les machines elles-mêmes, quand on regarde ce qui se fait ce qui s'est fait sur les tondeuses de green, de fairway et les tondeuses rotatives, il y a eu des grosses évolutions liées aux machines elles-mêmes, à l'ergonomie, à la santé du travail de l'opérateur, mais aussi liées à l'évolution des normes internationales. Si on regarde pourquoi les robots sont là aujourd'hui, c'est pour apporter aussi sur un marché la possibilité pour certains acteurs du marché qui le souhaitent, de pouvoir travailler sans que l'homme ou la femme, mais soit sur une machine pour réaliser des opérations qui, on pourrait dire, ont une valeur ajoutée qui reste quand même relativement faible. Vous avez la tonte, et moi j'aime tondre, je veux dire, mais je ne pose pas de jugement de valeur là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le robot, sur les très très grandes surfaces, parce que là on parle en hectares quand même. Vous voyez, on ne parle pas en centaines ou en dizaines ou en centaines de mètres carrés. On parle en hectares, qui vont pouvoir rendre un service sur des sites qui sont ultra professionnels aussi, et pas uniquement sur le marché grand public. Et les jardiniers vont pouvoir travailler, faire d'autres opérations, parce qu'il y aura toujours des opérations à mener sur les surfaces engazonnées, qui sont nécessaires. Donc ils vont pouvoir apporter toujours une valeur ajoutée dans leur travail. Et ce que je veux dire, c'est que les robots, parce que là on parle des robots de tonte, mais il y a aussi des robots qui sont traceurs de lignes, par exemple, qui apparaissent sur le marché. Vous avez des robots aussi de désherbage. Vous voyez, on est lié aux réglementations avec tout ce qui se passe cet après-midi. Je crois que Joël Labbé sera là pour parler de la problématique. Le sénateur Labbé, effectivement, sera là. Sur les terrains de sport, mais les robots aussi peuvent apporter une réponse dans certains cas, par exemple, pour faire du désherbage alternatif aux produits phytosanitaires. Donc en fait, autour du robot lui-même, il y a un environnement qui se crée, mais sur des tâches qui peuvent être répétitives, etc., pour l'être humain. Donc ça, c'est aussi important à dire. Bien sûr. Et en Europe... Si je peux me permettre, c'est important parce qu'il y a souvent cette crainte quand on parle de robotisation, liée à l'emploi, en fait, et de perdre certaines activités de la part des intendants de terrains de sport. Tout à fait. Donc, et comme souligne Jean-Paul, c'est vraiment aujourd'hui une aide, un soutien que peuvent apporter aujourd'hui les robots
en termes d'entretien des terrains. Je voudrais qu'on interviewe Alexandre Grudet, qui est le représentant français des produits Bell Robotics, parce qu'il y a une grande fierté chez Bell Robotics, c'est d'avoir monté ce partenariat avec la Fédération belge de football et le Centre technique national, qui est un peu l'équivalent de notre Clairefontaine. Dites-nous comment ça se passe sur les 3 terrains d'entraînement des Diables Rouges. Alors, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous répondre, je suis désolé, puisque moi, je ne m'occupe que de la France. Alors, je sais qu'ils sont présents au Diable Rouge, c'est un partenariat qui avait commencé il y a déjà quelques années avec l'ancienne génération, avec la fameuse tortue verte. Et puis, avec la nouvelle génération, ils sont arrivés pour mettre en place des robots RTK, justement. Alors, je ne sais pas combien ils sont, je pense qu'il y en a un qui tourne, puisque aujourd'hui, effectivement, avec la technologie RTK, on arrive sur des surfaces de 60 000, voire plus, voire 75 000 en Norvège sur un aéroport. On a un seul robot qui tombe 7,5 hectares sur un aéroport. Donc voilà, donc effectivement, il y a le Diable Rouge, qui sont des grandes équipes. En Allemagne aussi, il y a des clubs de professionnels de première division allemande qui sont équipés de robots depuis déjà de nombreuses années. En France, on est peu présent sur les clubs professionnels. Nous, Bell Robotics, ça fait depuis nombreuses années qu'on est présent sur les terrains de sport en France. Depuis qu'on a repris la carte en 2016, on a vraiment un développement important. Et on accède aujourd'hui à des clubs de national comme Concarneau, notamment le Poiret-sur-Vie, voilà, sur des clubs de national. On commence à arriver sur de la demande sur des clubs professionnels. Après, il y a une grande réticence de la tonte sur les terrains hybrides. Mais nous, on a un distributeur en Haute-Savoie qui a un robot qui fonctionne sur terrain hybride. Et pour lui, par rapport aux autres terrains qu'il entretient en hybride, il n'y a pas de différence de feutrage plus que les autres. Voilà. Alors, on va peut-être rappeler justement les avantages de ces robots. Mais puisque vous parlez de feutrage, il est important de rappeler qu'il faut justement couper souvent pour pouvoir couper très court, pour que finalement on ait peu de feutres qui se déposent. Le principe du robot, c'est qu'il travaille tous les jours pour couper, entre guillemets, la pousse journalière. Il peut tomber 10 cm de haut, c'est pas un problème, mais ça va rester sur le terrain et ça va faire pas très beau. Ouais. Voilà. Mais le principe du robot, c'est quand on veut un terrain qualitatif, de qualité, sur des terrains de foot, rugby ou golf, effectivement, il faut que le robot il travaille tous les jours. Il doit travailler tous les jours pour couper la pousse journalière. Voilà. Donc ça permet effectivement de valoriser la technique du mulching, puisque c'est le mulch qui... C'est pas du mulching, puisque pas du mulching. Le mulching, c'est un rebroyage, c'est une tonte avec un rebroyage, alors que là, nos robots, ils coupent simplement. On pourrait dire du micro-mulching éventuellement, mais c'est vraiment quelques millimètres. La pousse de 24 heures, c'est quelques millimètres qui sont coupés et non pas quelques centimètres, contrairement au mulching qui est broyé et qui pourrait faire plus de déchets en fait sur le gazon. Alors les avantages de ces robots, les bénéfices pour les utilisateurs et les terrains professionnels qui les utilisent, puisque vous avez des retours d'expérience. Alors aujourd'hui, la grosse problématique des collectivités, c'est la main-d'œuvre. Ouais. Donc aujourd'hui, le robot vient pallier aux problèmes de main-d'œuvre dans les communes, que ce soit les petites et les grandes. Hein. Il y a pas de... Nous, on équipe des robots dans les communes de 1500 habitants, par exemple. On a le cas en Bretagne, une commune, Landéan, c'est une toute petite commune au fin fond, au-dessus de Fougères, là-bas, qui a un robot, mais c'était vraiment leur problématique main-d'œuvre. Et puis aujourd'hui, il y a aussi le zéro phyto qui arrive sur les terrains de sport. Et le robot fait partie des moyens pour gérer ces mauvaises herbes, parce que comme ils tournent tous les jours, on a des gazons qui se densifient, donc ils prennent la place des mauvaises herbes. Il y a des mauvaises herbes qui sont fauchées tous les jours, pareil, à force d'être fauchées tous les jours, elles meurent naturellement. Donc ça participe, c'est pas la solution, une seule solution, c'est une multiplication de solutions. Ça va être de la RC-tri, ça va être du défeutrage, etc. C'est plusieurs solutions dont le robot fait partie pour pouvoir gérer ce zéro phyto. Monsieur Rousnac ? Vous savez, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est quand même un changement
énorme au niveau de la société dans laquelle on vit tous les jours, tous ensemble. Et moi, j'étais dans un jury il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, pour décerner des prix de l'innovation sur un salon professionnel, Espace Vert. Et il y avait des paysagistes, il y avait des gens du golf, il y avait des collectivités, etc. Mais aujourd'hui, quand on parle d'investissement à une collectivité, ben c'est quasiment le bannissement du diesel ou de l'essence, du moteur à explosion, du moteur qu'on connaît tous. Même si ces moteurs, ils ont évolué, qui sont dans des systèmes de dépollution qui sont quand même significatifs depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on dit batterie. Le robot, c'est une machine qui fonctionne avec des batteries. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand le robot il se promène, il n'y a pas d'émission dans l'air. Donc, on réduit directement la pollution. Il n'y a pas aussi le bruit d'une machine thermique. Si on mettait un robot ici, là, on pourrait parler à côté. Et ce qu'il faut voir, c'est que avec cette technologie des batteries et avec les innovations qui se font sur ce marché-là, même qui ont leurs limites de toute manière, on arrive dans les collectivités, mais les golfs, partout où il y a des problèmes aussi de bruit, il ne faut pas faire de bruit, à avoir des parcs entiers de machines qui sont des machines à batterie. Là, il y en a une verte ici, là, qui nous regarde. Donc ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que le robot aussi permet de réduire la pollution classique, dans les villes, et notamment dans les zones très urbanisées. Quelle est l'autonomie d'une batterie de robot de tonte ? Il va se recharger souvent ? L'autonomie peut être variable selon les modèles de robots, mais si on prend le robot de grosse capacité chez Husqvarna qui s'appelle Seora, qui porte un nom bien spécifique parce que c'est bien plus qu'un robot, on est sur une autonomie en fait de 5 heures. Donc le robot a une capacité d'entretenir sur une seule charge de batterie un terrain de sport complet. Et pourquoi Seora est bien plus qu'un robot ? Qu'est-ce qu'il a de plus ? Alors Seora, on a souhaité changer le nom, en fait, ne pas l'appeler Automower comme le reste de la gamme. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment là sur un gros changement, puisque ce robot sera plus qu'un robot, il sera également un porte-outil. Et ce robot sera doté de différents accessoires. Le plateau de coupe dont il est muni aujourd'hui sera remplaçable par différents outils. Donc, puisqu'on a une technologie GPS aujourd'hui, comme on l'a sur des traceurs de ligne, des différents appareils sur le marché, on pourra doter ce robot dans le futur d'un ramasse-balles pour les golfs. On pourra le doter aussi d'un traceur de ligne, différents accessoires qui pourront rendre ce robot polyvalent et rentabiliser au maximum l'investissement sur ce matériel. Donc, on est allé bien au-delà de l'attente des utilisateurs. Oui. 5 heures d'autonomie donc avant qu'effectivement le robot aille se recharger. Mais ce qui est important aussi, c'est la durée de vie de la batterie. Elle a une durée de vie de combien de temps avant de devoir être changée ? Alors, nous, Bell Robotics, on travaille avec de la batterie lithium fer phosphate. Et il y a des études qui ont été faites chez Bell Robotics. Et aujourd'hui, on a des batteries qui avaient 6 ans et qui avaient encore 80% de leur capacité. L'important sur un robot, c'est qu'il faut qu'il travaille régulièrement pour pouvoir conserver les batteries. Et toutes batteries lithium, comme on le sait, sont sensibles au gel. Donc dès qu'ils commencent à geler un peu fort, alors ça dépend des régions, il est bien de les mettre hors gel. Mais effectivement, aujourd'hui, les batteries, si elles tournent beaucoup, elles peuvent... Donc c'est les cycles de charge et de décharge qui vont permettre d'allonger la durée de vie de la batterie. C'est ça. Et l'entretien, on parle de robots, mais robots autonomes, mais qui nécessitent un minimum d'entretien. Alors c'est quoi l'entretien justement, Xavier ? C'est du nettoyage au quotidien. Ça peut être les surplus d'herbe, de particules d'herbe qui peuvent se coller, ce qui est un peu plus visible parfois, qui peuvent se déposer sur des terrains très, très denses. Par contre, on essaye d'apporter des solutions aussi par rapport à ça. Et sur le nouveau robot Seora, il sera doté de brosses de roues motorisées pour nettoyer en permanence. Un auto-nettoyage. Un auto-nettoyage des roues, tout à fait. La question qui se pose, c'est quand on a un obstacle, et notamment, j'ai lu un article sur les hérissons. Je pense que vous avez été sensibilisé aussi à ça, j'imagine. On peut s'accorder une petite séquence sur les hérissons ? En Belgique, aujourd'hui, la tonte est interdite. La nuit ? La nuit.
effectivement à cause des hérissons. Le RTK, avec les augmentations de capacité de nos robots, vont permettre effectivement de pouvoir tondre que la journée et du coup de pouvoir éviter de tuer des hérissons, puisque effectivement ça tue des hérissons. Parce que, alors, quand le robot, alors au-delà d'un hérisson, quand votre robot est au niveau d'une pierre ou d'une roche, et comment il arrive à la détecter? Il y a des sonars aujourd'hui qui équipent les robots, qui permettent de détecter des obstacles. Aujourd'hui, on descend à 3-4 cm de diamètre sur 40 de haut, qui nous permet de... Voilà. Alors nous, ils n'évitent pas les obstacles, hein, ils viennent le percuter au ralenti, la vitesse ralentie, et puis il y a un boudin électromagnétique. Mais s'il y a une pierre en dessous, est-ce que ça va pas abîmer la lame? Ah bah si, ça va casser ou tordre les lames, ça c'est sûr. Ça, on ne sait pas les éviter aujourd'hui. Pour une tondeuse traditionnelle Bah oui, c'est Oui, ça. pour une Mais tondeuse Après, traditionnelle. une tondeuse traditionnelle, le risque, c'est les projections. vous Donc n'avez là, pas des capteurs en dessous, justement, pour éviter que Non. la lame touche un caillou non. Non. Mais on est sur un système de lames commun avec Bell Robotics et on a un disque de coupe avec des lames type lame de rasoir qui sont rétractables lorsqu'elles elles touchent un objet, donc ce qui limite aussi la détérioration, l'usure des lames et ce qui limite le risque d'éventuelles blessures ou projections. Il n'y a pas de projection possible d'objets comme on pourrait l'avoir sur des tondeuses classiques, des machines très puissantes. Il n'y aura pas de projection, donc c'est aussi très sécurisant de faire travailler des robots aujourd'hui sur des sites, en plus de la baisse, de la diminution de la pollution, du bruit, mais aussi la partie sécurité qui est extrêmement importante aujourd'hui pour travailler sur certains sites. De toute façon, nos robots aujourd'hui répondent à des normes de sécurité européennes, donc si on ne répond pas aux normes, on ne peut pas les commercialiser. Donc, c'est important, effectivement. J'ai vu les images où la lame, elle se rétracte quand effectivement elle touche un caillou. Effectivement, donc vous avez pensé à tout. Si on résume, la qualité de la pelouse grâce à ces robots de tonte, elle est améliorée, elle est plus forte. L'herbe est mieux enracinée et puis elle est aussi d'une meilleure densité. Le tapis est aussi meilleur et cela sans utiliser de produits chimiques. C'est tendance, je parle sous votre contrôle. Un mot sur la qualité du gazon qu'on va obtenir grâce à cette coupe par les robots. Selon différentes études qui ont pu être menées par Husqvarna en Norvège, au Danemark, à Pise également, avec l'université de Pise qui est reconnue sur le domaine du gazon sportif. Plusieurs études ont montré que le robot améliorait effectivement la qualité du gazon de par la finesse de ses lames rasoirs, de par la fréquence de tonte, donc qui stresse moins le gazon. Un gazon qui est coupé tous les jours régulièrement, c'est un gazon qui est moins stressé, qui est moins sensible aux maladies. Et donc c'est un gazon qui va aussi taler, qui va se densifier au fil du temps et laisser moins d'espace pour l'apparition des mauvaises herbes. Donc ça, c'est quelque chose qui est prouvé par différentes études et également par les intendants de terrains de sport sur les sites où nous sommes présents, que ce soit les golfs, et notamment la problématique du pâturin aussi, la diminution du pâturin sur les golfs. Très bien. Sur les gazons, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les spécialistes, les semenciers, ont fait des études, les plus gros, Barenbrugg, DLF, etc., ont fait des études avec des robots de tonte sur leur centre d'essai pendant plusieurs années et ont développé des gammes de semences adaptées aussi pour les robots de tonte, dont certaines sont adaptées pour les terrains de sport. Donc ils sont ici, je pense, présents en exposant aussi. Donc c'est intéressant aussi d'aller les voir aussi à eux par rapport à cette recherche et développement sur des semences adaptées à la tonte au robot. La tonte, si je peux intervenir, la tonte robotisée aussi change la façon de travailler pour les intendants. Et sur la partie gazon, effectivement, il y a des gazons aujourd'hui adaptés à la tonte robotisée. Et concernant la partie entretien, il y a aussi la partie fertilisation qui doit être aussi adaptée, puisqu'on n'est plus du tout sur le même mode de tonte, soit ramassage ou tonte hélicoïdale. Donc tout doit être adapté aujourd'hui et il reste aussi cette partie entretien qui est primordiale avec tous ces travaux mécaniques, ces opérations mécaniques qui sont toujours nécessaires. Chez Bell Robotics. Effectivement, ce que j'allais dire,
les travaux mécaniques n'échappent pas à la règle. Il faut continuer à avoir un travail mécanique pour avoir des gazons en bonne santé. Donc ça, décompactage, défeutrage reste indispensable malgré la présence des robots. Alors l'avantage de la présence des robots, c'est aussi le poids, puisque nous, c'est 70 kg pour le plus gros, au lieu d'avoir 2 tonnes quand c'est du ramassage chargé, bac. Donc on a des terrains qui vont être moins tassés, mais ça n'empêche pas qu'il faut le décompacter régulièrement pour garder une planéité et puis un gazon qui s'enracine bien aussi par ses travaux mécaniques. Un mot sur les prix de vos magnifiques machines. Alors Xavier, chez Husqvarna. Pour parler de tarifs, on a plusieurs solutions pour les terrains de sport. On a une solution sans fil où on peut multiplier le nombre de petits robots, donc il peut être une solution un peu plus économique tout en ayant le même résultat. On a des offres aussi qui sont packagées avec des contrats d'entretien. On propose aujourd'hui une offre robot avec les contrats d'entretien sur 5 années. En comprenant c'est une maintenance annuelle ? C'est une maintenance annuelle pendant 5 ans sur les robots, avec tout ce qui est pièces d'usure, les batteries sont incluses, etc. Donc c'est un contrat vraiment clé en main pendant 5 ans. Ça coûte combien ? Ça coûte 16 € par mois pendant 5 ans. D'accord. Donc c'est un coût relativement faible et ça permet, lorsqu'on investit sur une solution robotisée, d'avoir une sécurité totale pendant les 5 années. 16 € par mois, donc ça veut dire qu'on loue le robot, on ne l'achète pas. Alors là, les 16 €, c'est la partie contrat d'entretien qui vient s'additionner au coût du robot. Ouais. Aujourd'hui, pour équiper un terrain de sport, ça peut être pour une collectivité 250 € mensuels sur 5 ans, avec contrat d'entretien compris. Donc pour financer le robot. Pour financer le robot. Vous avez des solutions de leasing ou pas ? On a des solutions de leasing chez Husqvarna, oui, tout à fait. Ouais. Chez Bell Robotics, on est sur ces prix-là à peu près. Donc ça veut dire que si on fait 200 x 5, donc ça fait 200 x 12, donc ça fait donc 2500 € par an, x 5, donc on est à 12 500 €. 12 500, 13 000 €, oui, c'est ça. J'ai fait à peu près le calcul arithmétique. Oui, bravo. Voilà. Merci. Alors nous, chez Bell Robotics, nous n'avons que 3 robots. Donc on a un 12 000 et un 20 000 m² et le ramasseur de balles de golf. Voilà. Donc nous, après, dans cette gamme de robots, on a la solution de tonte aléatoire et la solution de tonte RTK. Donc les deux gammes restent, c'est les mêmes robots. Pour expliquer pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, la différence, c'est que la tonte RTK, c'est avec systématique, en bande, en aller-retour. Donc là, ça permet de gagner la capacité, ce qui permet d'avoir les surfaces, puisque nous, de base, on est à 12 000 et 20 000 m². Et avec le RTK, on passe à 60 000 m² environ. Ouais, parce que les autres tontes sont aléatoires, c'est-à-dire que le robot il fait n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ouais. La tonte aléatoire, c'est celle qui a été la première inventée, c'est la tonte aléatoire. La précision, grâce au satellite GNS, comme nous on utilise aussi comme Husqvarna, voilà, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une tonte. C'est ce qu'utilisent aujourd'hui les agriculteurs en autoguidage sur leurs tracteurs. On utilise la même technologie pour nos robots puissent faire des belles lignes droites. Très bien. Et pour gagner ses capacités. Après, en termes de prix, ça dépend de quel système. On est dans ces prix-là à peu près On est dans ces prix-là. Après, 12 000. Après, c'est aussi fonction des terrains, puisque nous, de base, en aléatoire, avec notre grosse tondeuse, on est déjà capable de faire 2 terrains de foot, déjà. Donc, ça nous permettait déjà aussi de rentabiliser un peu plus le robot par rapport à un seul terrain utilisé. Voilà, donc après, on pourra discuter avec ceux qui sont intéressés de façon plus précise. Vous avez un stand ici, chez Bell Robotics ? Oui, on a notre stand juste en face. Et vous faites aussi des contrats de maintenance comme chez Alors Husqvarna ? nous, les contrats de maintenance sont réalisés avec nos distributeurs, voilà, qui proposent aussi des contrats de maintenance qui sont restés à leur libre choix de prix. Après, en fonction... C'est à peu près aussi aux alentours de 15 € par mois ? Oui, après, c'est vraiment... après, nous, on intègre aussi l'hivernage dedans des robots, puisque l'hiver, il faut graisser les moteurs de roue sur notre gamme de robots, puisque c'est des moteurs, la partie mécanique est comme en acier, donc il faut qu'elle soit graissée, donc comme une voiture.
on vidange, nous on graisse les moteurs. Voilà. D'accord. Et quand l'herbe est mouillée ou gelée, est-ce que le robot peut être utilisé? Alors nous, on a un système de réglage de température pour que le robot ne sorte pas quand il gèle, comme ce matin par exemple. Et il est relié à des stations météo locales. Alors je ne connais plus le site, mais il est relié à une station météo locale de façon à avoir une précision dans la température plus importante, de façon à ce que vraiment il ne sorte pas quand les terrains sont gelés. Parce qu'il peut arriver des fois que le robot, lui, a une température intéressante parce que le soleil s'est levé et puis que ça l'a chauffé. Ouais, mais Et le du terrain. coup, il sort. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, avec notre nouvelle génération de robots connectés aux stations météo, là, c'est beaucoup plus précis. Et là, alors ça pourrait arriver, mais beaucoup moins que par le passé. Peut-être qu'on peut imaginer les terrains de sport aujourd'hui quand même ont automatisé, les golfs évidemment aussi, ont automatisé pas mal de tâches, si on regarde l'irrigation, etc. Et les sondes météo, je veux dire, c'est voilà, pour les robots, mais il y en a aussi pour piloter l'arrosage, donner de l'eau quand il faut, et puis économiser aussi derrière. Donc cette automatisation et ce lien avec la météo via des sondes pour le robot, il y a une logique aussi par rapport au monde ultra professionnel dans lequel on est ici. On n'est pas chez le particulier. Donc, en fait, moi je regarde ce qui se passe aussi sur d'autres marchés, dans l'agriculture par exemple. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs avec aussi le problème de main-d'œuvre. Je veux dire, c'est des centaines et des centaines d'hectares qui sont entretenus avec une seule personne, donc avec une très forte mécanisation. Mais aujourd'hui, un éleveur ou un agriculteur, il peut quand même prendre des vacances, alors que c'était impossible. Non, mais il faut quand même se voir par là où on est passé. C'était impossible, jamais, zéro. Pour nous qui sommes des urbains, enfin moi je viens de la campagne, mais zéro, pas de vacances. Et aujourd'hui, ils peuvent partir à l'autre bout de la France, et s'il y a besoin, même ils peuvent piloter l'irrigation, etc., faire le suivi smartphone, etc. Donc en fait, c'est une aide aussi pour améliorer la qualité de vie des gens qui bossent, qui travaillent, et donc dans les terrains de sport, sur les golfs et autres, les hippodromes. Donc c'est intéressant. Et moi, je trouve que le robot, en fait, il y en a qui sont testés aussi sur des domaines sportifs qui ne sont pas forcément sur le terrain lui-même, qui vont être dans les environnements paysagers autour. Sur les golfs, il y a souvent des hôtels, il y a des résidences. Et là aussi, il y a des robots qui fonctionnent sur certains sites. Donc c'est aussi intéressant peut-être de faire des tests d'abord sur certains sites avant de se lancer sur le terrain lui-même. Mais bon, voilà quoi, on est aussi là-dedans, dans cet apport aussi de qualité de vie supplémentaire et de la valeur ajoutée aussi qui est possible pour les intendants. Ils pilotent quand même, donc un système qui fonctionne aussi en autonomie, mais qui a toujours besoin de l'homme. Il y a toujours l'homme ou la femme. Voilà. Il y a toujours besoin de l'être humain. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, en agriculture aujourd'hui. Moi, je suis fils d'agriculteur, donc je reste intéressé. Mais effectivement, aujourd'hui, en agriculture, des robots sont en train d'être créés, d'être testés. Aujourd'hui, Nayo Technologies qui amène pour les maraîchers ou les viticulteurs des solutions aujourd'hui. Le robot en espace vert va continuer à progresser, va continuer à évoluer, améliore aussi effectivement, comme tu disais Jean-Paul, la qualité de vie, parce que passer sa journée sur une tondeuse avec un bruit, avec le casque sur les oreilles parce qu'il y a un bruit énorme, bon voilà, ça participe aussi à l'amélioration de la qualité de vie On a vu les avantages effectivement de ce robot, il est connecté la plupart du temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, si on veut se projeter dans l'avenir, parce que c'est aussi ça l'objet de se réunir sur les 48 heures du Gazon Sport Pro, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme dans l'idéal pour améliorer ces robots? Quelles sont aujourd'hui les limites sur lesquelles on pourrait encore travailler, notamment en recherche et développement? Si vous aviez une baguette magique pour pouvoir améliorer votre robot chez Bell Robotics, qu'est-ce que vous feriez? Aujourd'hui, c'est pouvoir. Je pense que la robotisation, on le voit avec des
radiocommandés, des robots radiocommandés. Et demain, c'est pouvoir accéder sur des sites entre guillemets dits extrêmes pour pouvoir entretenir ces zones Avec des pentes, avec des fortes pentes, etc. Mais sur des produits non pas de tonte, mais plutôt de fauchage, donc sur on va dire une tonte plus grossière, quoi. d'accord. Voilà. Pour les tontes de gazon de sport professionnel, pour vous, aujourd'hui, les robots chez Bell Robotics sont au top. Sont au top de la technologie aujourd'hui. Maintenant, nous, on n'est pas dans les secrets de la R&D. Bell Robotics, comme Husqvarna, je pense, travaille sur des nouveaux robots qui seront amenés à sortir avec d'autres technologies. Parce que les robots de demain, donc qu'est-ce qu'ils auront quoi de plus On ne sait pas. Est-ce Après, tout est imaginable aujourd'hui avec la technologie et en voyant d'où on est parti. L'intelligence artificielle, Ouais, peut-être des systèmes de capteurs reliés qui pourraient détecter des maladies, apporter des informations complémentaires, peut-être reliées à des sondes météo, etc., qui pourraient apporter des informations aux intendants aujourd'hui sur le gazon, sur des maladies. Mais tout est imaginable aujourd'hui quand on voit d'où on part. Dans les années 90, on arrive aujourd'hui, et avec l'intelligence artificielle, effectivement, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Le robot, partout où il va, il peut aussi remonter des données, de la data. Il peut collecter des données. Il peut collecter des données, par exemple, partout où il passe, sur ce qui se passe lié au sol, lié à la vie, la biodiversité qu'il y a autour. On peut remonter des datas. Après, donc ça peut être aussi un collecteur d'informations. Mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas que le robot, mais ce qui se fait dans le robot et qui arrive aujourd'hui dans les espaces verts, les terrains de sport et autres, c'est quand même motivant. Il y a des entreprises françaises, il faut quand même le dire, qui sont dans Biotechnologie. Vous avez aussi une autre société il y a des petites structures en fait qui font du développement là où elles sont implantées, un peu comme vous aviez, si on revient là très 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 loin, vous aviez des forgerons qui faisaient des charrues adaptées au sol, qui étaient autour dans leur territoire. Et on revient au territoire aussi. Et vous avez des gens qui sont en train de travailler sur des robots dans le Saint-Émilion, qui ont fait des robots de désherbage. C'est une société française, et donc qui propose des alternatives aussi pour travailler dans la vigne. La vigne, c'est pas un sol facile pour intervenir dans la vigne. Donc tout ça, c'est en train de se développer. On parle des sites sensibles aussi. Il peut y avoir des robots qui vont être capables d'intervenir sur des sites un peu stratégiques, ou même des machines avec des opérateurs vont être compliqués pour la santé de l'opérateur, des sites pollués, etc. Des robots qui pourront aller désherber là-dedans, qui pourront aller faucher parce qu'il faut maintenir la végétation à un certain niveau pour des raisons de sécurité. Donc il y a aussi tout ça derrière. Donc c'est vraiment, ça peut interpeller aussi. En conclusion, est-ce que vous diriez que l'avenir, c'est ces robots-là, et que peut-être que dans 10 ans, il y aura plus de... ce sera la mort des tondeuses manuelles ou des tracteurs tondeuses autoportés? Alors moi, je ne pense pas, puisque moi je pense que toutes les surfaces aujourd'hui pourront être tondues avec des robots. Oui, tout à fait. Donc je pense que la tondeuse traditionnelle va continuer à exister pour des zones effectivement non traitables par les robots. Voilà. Ok. Bernard. Oui, je suis du même avis qu'Alexandre. Après, la tondeuse manuelle, peut-être, elle sera plus thermique, elle sera électrique. Aujourd'hui, on voit aussi l'évolution sur ces matériels plus importants. Nous, on travaille également sur de la technologie hybride, donc associer des moteurs thermiques à de l'électrique. Donc on a ce type de matériel de tondeuse aujourd'hui en service sur des aéroports également, et de manière aussi autonome, voilà, avec des coupes frontales sur des largeurs d'1,80 m. Donc là aussi on avance sur la partie robotisation, automatisation de plus gros engins complémentaires à nos robots de tonte plutôt dédiés au stade. Pourquoi sur les aéroports en particulier ? Aujourd'hui, c'est des sites qui ont été privilégiés par le groupe Husqvarna sur la Suède. Et pourquoi ? Par rapport aux espaces à traiter et certaines contraintes liées aux interventions sur ces sites. Et le CERA,
dont vous nous avez parlé tout à l'heure, il est beaucoup plus cher que l'Automower? Alors il est beaucoup plus cher si on reprend le prix unitaire forcément du robot Seora, mais on va retrouver la rentabilité dès l'instant où vous commencez à avoir 2 terrains de sport à traiter au minimum. Là vous allez retrouver un niveau de rentabilité en termes d'investissement qui va être inférieur. On va plus démultiplier le nombre de robots, mais on va être avec un seul robot. Et là on va réduire le coût d'investissement de l'ordre de 30 à 40%. Donc concrètement, l'Automower est à 12 500 € hors taxe. Pour un équipement, pour un terrain, donc c'est-à-dire 2 robots, 2 contrats d'entretien. Et là, après, on bascule sur... Et le Seora est à combien? Un Seora, en fait, on est sur un prix public entre 25 000 et 28 000 hors taxe selon la version. On a deux capacités, 2 modèles de Seora. Mais le Seora, pour les personnes qui nous ont rejoints tardivement, a un potentiel supplémentaire puisqu'il peut porter du matériel, des accessoires. Il pourra porter des accessoires complémentaires au plateau de coupe pour la tonte dans le futur. Et puis on est sur une technologie sans fil avec possibilité de créer des zones qui sont séparées les unes des autres et envoyer le robot par des chemins virtuels d'une zone à une autre avec une programmation horaire adaptée à chacune de ces zones de tonte. Donc le robot pourra traiter aussi des espaces verts quand le terrain de sport sera occupé par les entraînements ou par des matchs, par exemple, pour rentabiliser au maximum l'investissement, son usage, on pourra faire travailler le robot 24 heures sur 24 sur différentes zones et à des hauteurs de coupe qui seront automatisées dès que le robot arrive sur sa zone dédiée. Et plus besoin de fils périmétriques tout plus autour besoin du terrain. de fils périmétriques, on peut modifier à tout instant ces zones avec l'aide du smartphone, les déplacer, les modifier ou les supprimer à tout moment. Avec vos applications. Avec nos applications, bien sûr. Pour conclure, monsieur Jean-Paul Rousnac, mais rédacteur en chef. Donc le robot, c'est une solution. Ouais. Y a des marques qui sont spécialisées, qui ont pris de l'avance sur ce marché-là. Donc c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas développé de robot d'arriver sur un marché qui est déjà quand même... là, on parle marché pro, bon, grand public, c'est... je ferai... Voilà. Mais, il y a une expertise importante, il y a le R&D, les robots, ils ont évolué en 30 ans. Mais sur le marché professionnel, il y a des acteurs qui sont dans le domaine de la tonte, qui sont ici. Hein, là, on sort, tous les professionnels les connaissent, des grandes marques qui sont... ils ne vont pas regarder non plus le train passé. Donc, ils sont aussi en train de développer des solutions qui s'appelleront... peut-être pas des robots de tonte, mais qui seront des machines autonomes avec l'autoguidage. Donc, vous voyez, il peut y avoir en fait une machine traditionnelle du gabarit qu'on connaît aujourd'hui pour les tondeuses à fairway, pour les tondeuses de green, pour les tondeuses qui sont sur les grands espaces verts, etc. Ou les tracteurs, mais qui vont être autoguidés, autonomes. Donc ça aussi, ça va être sur le marché là. Ça va être demain, ça c'est demain. Et en même temps, on revient aussi à ce qui existait avant la mécanisation, c'est-à-dire que dans pas mal d'endroits, alors je ne dis pas sur les terrains de golf, hein, mais, ni sur les terrains de sport, mais on revient aussi à l'animal. Donc c'est quand même le grand écart, quoi. On est en train de faire le grand écart entre l'hyper sophistiqué, l'intelligence artificielle, les machines autonomes, etc. Vous revenez à l'animal pour couper les... Ah ben oui, moi j'étais, il n'y a pas longtemps, là, j'étais au Parc de Sceaux, par exemple. On met des chèvres Non, il y a des chevaux de trait. Des chevaux de trait. Alors que la population, il y a des races qui ont disparu et qui sont en train de travailler, de débarder et qui peuvent aussi tondre d'ailleurs sur certains espaces, des plaines. Donc c'est quand même c'est intéressant. Vous voyez qu'on fait le grand écart aussi. On revient aussi à l'animal, quoi. Oui, et on va chercher des machines chez les Amish parce qu'on les a plus. Aujourd'hui, effectivement, il y a des zones sur des grands parcs industriels qui sont entretenus par des moutons, des chèvres ou des bovins. Même sur le périphérique d'ailleurs, hein, parfois. Peut-être. Non, je vous assure. Je ne prends pas assez souvent. Si, on l'a vu. Bien, pour conclure, eh bien, je voudrais donner la parole à notre public qui va pouvoir poser des questions. Il nous reste 10 minutes avant la fin de cette première table ronde. Qui voudrait poser une question? On va faire circuler un micro. Je vais donc faire circuler le micro. Monsieur? Ah ben, parfait, super. Qui veut s'exprimer? Qui veut prendre la parole? Le plus dur, c'est la première question, puis après tout va s'enchaîner.
Je crois qu'on a répondu à beaucoup de choses. Hein. C'était très très riche, très, très dense pour cette première conférence. Des questions parmi le public? Je rappelle que nous avons la chance d'avoir le représentant des produits français, des produits Bell Robotics en France, diffusés par PPK, qui est donc monsieur Alexandre Grudet, qui est sur votre gauche. Au milieu, nous avons notre rédacteur en chef de matériel et paysages, qui s'appelle Jean-Paul Rousnac, avec effectivement son magazine, qui est un mensuel. C'est un mensuel? Parlez bien dans le micro. 9 numéros par an. Et là, on en a amené quelques-uns aux entrées, si vous voulez vous documenter sur les robots. C'est un numéro spécial qu'on avait fait, un dossier spécial sur les robots de tonte qui date de quelques mois à peine. Donc le magazine est à l'accueil si vous souhaitez récupérer un exemplaire. Et puis Xavier Laudet, responsable des comptes clés pour les Automowers et les Seora chez Husqvarna. Bien, mesdames et messieurs, pas de questions, je crois que... Si, une question. Voilà, monsieur, bonjour. Bonjour, Marc Denouex, MGE Green Service. On fait aussi du robot, mais on est derrière ces gens-là qui ont démarré avant nous. Il y a un point que je voulais signaler, c'est quand même aussi aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, mais aussi dans le métier des espaces verts, il est difficile de trouver de la main-d'œuvre, notamment pour pousser une tondeuse 10 km par jour, tous les jours de sa vie. Et si vous allez dans les grandes collectivités ou chez les paysagistes, vous regardez la moyenne d'âge de ceux qui poussent la tondeuse, c'est plutôt élevé. Donc je pense que c'est un point à mettre en plus en faveur du robot. Enfin, je dirais que, effectivement, je ne sais pas si ça rentre dans la réflexion des grandes maisons, là, mais voilà. Effectivement, c'est une des problématiques. Quand on voit ce qui est sur les tondeuses ou à les pousser, effectivement, c'est des gens qui sont près de la retraite, effectivement. Allez, encore deux questions peut-être avant de libérer nos invités. Je rappelle pour le programme de la journée que nous avons le climax de nos 48 heures du Gazon Sport Pro avec la venue et la visite et également l'intervention sur scène du sénateur Joël Labbé, sénateur du Morbihan, à qui on doit la fameuse loi Labbé qui encadre l'usage des produits phytosanitaires, et ça nous concerne au premier plan puisqu'à partir du 1er juillet 2022, cet usage de produits phytosanitaires de synthèse sera interdit par la loi. Monsieur, bonjour, présentez-vous. Oui, bonjour. Antoine Neveu, Métropole Rouen-Normandie. Alors, on a des exigences pour les tontes, pour le football et le rugby, pour faire des bandes pour chaque match. Est-ce qu'il y aura des options sur les robots pour faire des bandes? Alors aujourd'hui, les robots, de par leur poids, n'arrivent pas à coucher l'herbe. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est des développements à prévoir. Je sais que Bell Robotics y travaille, mais effectivement, il faut du poids. Et aujourd'hui, en Allemagne, il y a des grands clubs qui utilisent les robots. Donc au lieu de tondre à l'hélicoïdal 3 fois par semaine, ils tournent une fois tous les 15 jours. Donc le robot coupe à une hauteur un peu plus haute que la hauteur de jeu et il repasse à l'hélicoïdal pour faire les bandes en descendant de quelques millimètres pour atteindre la hauteur de jeu et faire les bandes. Voilà, c'est aujourd'hui une des solutions. Tout à l'heure, je discutais avec un fournisseur qui est présent et effectivement, certains de ses clients utilisent en complément du robot leur tondeuse pour faire les bandes, puisqu'ils ont des gros rouleaux qui couchent bien l'herbe pour pouvoir faire les bandes effectivement sur les terrains professionnels, quoi. Effectivement. Alors chez Husqvarna, avec le Seora, vous allez pouvoir travailler aussi en tonte systématique comme Bell Robotics et pouvoir choisir aussi votre mode de tonte, c'est-à-dire toujours en tonte parallèle, mais vous pourrez choisir des schémas de tonte, c'est-à-dire en tonte triangulaire avec des tontes croisées également, ou tonte en damier. Vous aurez plusieurs schémas de tonte qu'on peut vous présenter également sur notre stand ici. Donc vous avez cette possibilité-là. On n'aura pas l'effet de bande que vous avez aujourd'hui régulier de quelques mètres, mais on verra le passage du robot dans sa longueur et tracer, avoir ces motifs possibles. Mais effectivement, comme le dit Alexandre, aujourd'hui, que ce soit un robot qui fonctionne de cette manière ou un robot en tonte aléatoire,
Il faut laisser travailler le robot toute la semaine, et une fois par semaine, la veille de match ou le matin du match, ce que font aujourd'hui des clubs équipés avec les robots. Ils passent soit une tondeuse hélicoïdale, soit une brosse pour avoir le sens du gazon et avoir ces fameuses bandes. Donc c'est travailler de cette manière-là aujourd'hui. Ça prend le temps de passer cette machine et de tracer les bandes. Mais ils ont déjà gagné énormément d'heures de tonte la semaine pour faire les autres opérations et prendre ces quelques heures, si c'est 1 heure ou 2 pour faire ces bandes juste avant le match. Ces bandes, là, c'est juste une question d'esthétique? Non, c'est aussi pour la télé. C'est aussi un repère. Les joueurs s'en servent pour aussi le hors-jeu. de manière. C'est aussi un repère visuel aujourd'hui. Pour jouer pour le hors-jeu au rugby ou au foot, ça permet aussi de voir au rugby voir les en avant, c'est plus facile. Les hors-jeux au foot, effectivement, c'est vraiment la vocation. La vocation, tout à fait. Bien. Est-ce que c'est bon pour les questions du public, mesdames et messieurs? On va pouvoir libérer nos invités. On les applaudit. Merci beaucoup.